Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux des sénateurs. Ce matin, vous allez suivre la mission d'information du Sénat sur la protection des enfants contre la pédophilie. Cette mission résonne avec l'actualité puisque cette semaine se déroule le procès du cardinal Barbarin et de plusieurs membres de l'Église pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. La mission d'information du Sénat a été créée au terme d'une polémique à l'automne dernier puisque les sénateurs socialistes voulaient créer une commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église à la demande d'un appel publié dans la revue Témoignages chrétiens. Mais cette demande a été rejetée par la droite sénatoriale et par la commission des lois au motif que cette commission parlementaire ne serait pas compatible avec les enquêtes judiciaires en cours. À la place, la majorité du Sénat a donc préféré créer une mission d'information moins contraignante et sur la pédophilie dans toutes les structures d'accueil des enfants et pas seulement dans l'Église catholique. Les sénateurs ont auditionné en décembre dernier le juge des enfants au tribunal de Bobigny. Je vous laisse écouter son audition. C'est très important pour le juge des enfants que je suis de pouvoir participer aux travaux que vous avez lancés dans cette mission. Et je me permettrai pour intituler le propos que je voudrais tenir, de reprendre le titre que le Haut Conseil à l'égalité avait donné à plusieurs de ses avis ou rapports, et qui est « En finir avec l'impunité ». Et c'est sans doute le défi le plus difficile, à la fois pour vous, législateurs, pour moi comme juge, chargé de signifier la loi de protection civile et la loi pénale pour la société dans son ensemble, d'arriver à faire primer la protection, et tout particulièrement la protection des enfants, dans un système dont on peut dire, malgré tout, qu'il garantit une certaine impunité aux agresseurs, aux violences sexuelles et aux pédocriminels. Alors vous avez convoqué à cette réunion aujourd'hui un juge des enfants. C'est l'essentiel de ma pratique professionnelle depuis que je suis magistrat, depuis 15 ans. Et ma fonction de juge des enfants m'a confronté très souvent à des situations de violence sexuelle, d'agression sexuelle ou de viol infligés à des enfants, tout petits ou proches de la majorité, essentiellement dans le cadre familial. Vous avez précisé que le cadre de vos travaux était essentiellement institutionnel. Ma pratique m'a permis de penser la violence à partir de la famille, à partir du huis clos familial. Et j'espère que ce que je pourrais dire de ce que la pratique de mes fonctions juridictionnelles, y compris au tribunal correctionnel et dans les cours d'assises d'ailleurs, pourra faire écho aux recherches et aux missions que vous vous fixez dans le cadre de vos travaux. Vous m'avez, dans le questionnaire que vous m'avez adressé, vous m'avez posé plusieurs questions. D'abord sur les mécanismes de protection dans les dispositifs d'assistance éducative. Et je pense qu'on peut distinguer deux grands types de situations. Vous savez que le dispositif de protection de l'enfance est assez binaire. C'est soit le maintien de l'enfant dans sa maison avec l'intervention d'éducateurs au domicile, soit l'extraction de l'enfant du domicile familial pour qu'il soit protégé dans une institution. Et à charge pour le juge et les autres professionnels de garantir qu'il soit protégé et non pas en danger dans ces institutions. La question se pose de façon différente si l'enfant est victime de violences dans sa famille ou dans un autre cadre. Il m'est arrivé d'être saisi en assistance éducative pour des enfants qui avaient été victimes de viols hors de la maison. Pas de viols incestueux, mais de viols commis par des personnes connues ou inconnues. Et il m'avait semblé que la protection institutionnelle, judiciaire, qui était demandée au juge des enfants, pouvait avoir là un effet finalement de survictimation de la famille, un effet qu'on pourrait dire culpabilisant, de parents protecteurs, d'enfants victimes, qui se voyaient confrontés à l'institution judiciaire alors qu'ils n'avaient pas eu de défaillance dans la protection par l'autorité parentale. N'oublions pas que les dispositifs institutionnels de protection de l'enfant sont subsidiaires par rapport à la première protection qui est celle qui est dévolue aux parents par l'attribution de l'autorité parentale. Et le cadre que vous vous fixez amène donc à se décaler un petit peu de cela. Mais ce qui me paraît, quoi qu'il en soit, essentiel, c'est de dire que les mesures éducatives, les mesures de protection que nous pouvons mettre en œuvre
ne sont efficientes s'agissant d'enfants victimes de violences sexuelles que si nous mettons en œuvre, j'y reviendrai tout à l'heure, et peut-être avez-vous des questions sur ce sujet, des soins adaptés en psychotrauma. Il ne suffit pas de mettre en place une mesure éducative, il ne suffit pas d'envoyer des éducateurs dans une maison ou bien de retirer l'enfant de la maison pour le mettre chez une assistante familiale ou dans une maison d'enfants si on ne met pas en œuvre des soins qui traitent les traumatismes extrêmes qui sont infligés par les violences sexuelles. Et ça me paraissait important de le dire en introduction, d'une certaine manière. Vous m'avez ensuite invité à me questionner sur les profils des agresseurs et des victimes. Et c'est évidemment une question très importante et je ne pense pas être le mieux placé pour le dire. C'est une question qui, s'agissant des agresseurs en tout cas, relève plutôt de la psychopathologie et nous travaillons, et notamment à l'École nationale de la magistrature, j'avais fait intervenir une psychologue absolument remarquable qui s'appelle Linda Tromeleux et qui travaille dans les programmes de soins pour les agresseurs. Je ne peux que vous inviter à la recevoir et qui serait plus à même de répondre sur ce point. Ce que je peux dire comme juriste, quels que soient les profils que l'on puisse discerner chez les violents sexuels et chez les pédocriminels, et c'est ce qui me paraît le plus important quand on parle de violence, c'est que la violence, c'est toujours un choix. Que c'est la condition même d'ailleurs des poursuites pénales et de la sanction pénale. Quel que soit le profil du sujet qui passe à l'acte contre un enfant, la violence est toujours un choix. Et l'élément intentionnel de l'infraction vient signifier que le sujet, quelle que soit son histoire, les traumatismes qu'il a éventuellement subis dans son enfance ou les circonstances dans lesquelles il passe à l'acte, a toujours la possibilité de ne pas être violent. La seconde chose qui me paraît importante s'agissant du profil des agresseurs, c'est ce que Marie-France Casalis, Emmanuel Piette, le collectif féministe contre le viol et Ernestine Ronet ont coutume d'appeler la stratégie de l'agresseur. Et c'est très important de l'avoir présente à l'esprit quand on rencontre des enfants victimes, comme lorsqu'on essaie de comprendre les mécanismes du passage à l'acte des agresseurs et des pédocriminels. Ce que nous disent ces expertes du collectif féministe contre le viol, c'est que l'histoire des femmes victimes de violences sexuelles ou des enfants victimes de violences sexuelles sont toujours des histoires singulières, différentes les unes des autres, mais que les victimes disent toujours la même chose. Ça se passe toujours de la même manière, et c'est ce que l'on peut appeler la stratégie de l'agresseur, que Marie-France Casalis définit en 5 points. La première, c'est que l'agresseur recherche sa proie, il cible sa proie, la victime, dans un contexte vulnérabilisant et la met en confiance. La deuxième étape, c'est qu'il isole la victime. La troisième, c'est qu'il la dévalorise. La quatrième, qu'il inverse la culpabilité. Et la cinquième et dernière, qu'il insécurise et verrouille le secret. Et ceci me paraît toujours extrêmement éclairant et sans doute plus encore dans le cadre de votre mission, s'agissant des violences commises contre les enfants par des professionnels ou des personnes ayant autorité dans des institutions, quelles que soient ces institutions. Il y a toujours cette stratégie qui conduit à l'isolement et à la culpabilisation de la victime. On a tendance à oublier ces deux dimensions. La première qui est celle du choix opéré par l'agresseur et la seconde de la stratégie qu'il met en œuvre pour garantir son impunité. Il faut, dans le contexte de votre mission, avoir une attention particulière, me semble-t-il, à toutes les personnes qui, par leurs engagements ou leurs fonctions, ont, comme le dit Ernestine Ronet, avec qui je co-préside la commission violence du Haut Conseil à l'égalité, un accès direct au corps de l'enfant. C'est un élément très déterminant. Comment dirais-je ? Je suis juge des enfants, je vois des enfants tous les jours. Mais je n'ai pas accès direct au corps de l'enfant.
Et en principe, le juge des enfants, quelle que soit la configuration dans laquelle il est amené à recevoir et entendre la parole d'un enfant, est toujours assisté de la greffière ou du greffier qui assure la légalité de la procédure. Si bien que je ne peux pas, dans la plupart des situations, être seul avec un enfant et avoir accès à son corps. Et dans le cadre de vos travaux, vous vous intéressez à des situations où des professionnels peuvent avoir accès au corps de l'enfant, et ce qui doit impliquer par principe une précaution supplémentaire. D'autant que, dans la stratégie de l'agresseur, sur ce qui est vulnérabilisant, pour parler comme Marie-France Casalis, c'est que les parents conduisent leurs enfants dans ces institutions avec un a priori de confiance, à défaut duquel ils ne laisseraient pas leur enfant seul avec ces personnes. Ce qui renforce la vulnérabilité, si j'ose dire, et peut-être pour l'enfant la distorsion de perception entre l'interdit et le possible du passage à l'acte du pédocriminel. Ce qui m'amène à dire, s'agissant des victimes, que sans doute faut-il avoir une préoccupation particulière. Il n'y a pas de profil de victime. Nous pourrions tous, et nous pouvons tous l'avoir été, victime de quelqu'un qui fait le choix de la violence et qui obtient le pouvoir sur le corps par le passage à l'acte. Il n'y a pas de profil de victime, j'en suis absolument convaincu. Ce que je peux observer, puisque chaque jour que Dieu fait, je suis confronté à la violence, c'est que les victimes éprouvent toujours deux choses qui sont la honte et la culpabilité. Mais que il y a des sujets qui sont plus vulnérables que d'autres. Et que les enfants, déjà vulnérables par leur situation familiale, par leur style d'attachement insécure ou autre, peuvent être des enfants dans une situation plus vulnérable que d'autres. Je me souviens par exemple d'un directeur d'une maison d'enfants lorsque j'étais juge des enfants à Marseille qui m'avait beaucoup éclairé. J'étais en train de découvrir mes fonctions, si vous voulez, et il m'avait sensibilisé au fait qu'une petite fille qui était confiée dans son institution était, en raison de son histoire, des violences qu'elle avait subies dans l'enfance et de son style d'attachement, avait tendance à suivre toujours toute personne qui venait vers elle, sans mécanisme de défense, ce qui évidemment ne la rend pas co-responsable de la violence qu'elle subit. Mais il m'a permis de penser qu'un agresseur peut repérer la vulnérabilité chez l'enfant qui sera bientôt sa victime. Et on le voit par exemple en protection de l'enfance, dans une forme de violence sexuelle extrêmement préoccupante, comme toutes les formes de violence sexuelle naturellement, qui est la prostitution des enfants, et que les proxénètes ou ceux qui ambitionnent de le devenir savent très bien que dans les institutions de protection de l'enfance, ou plus exactement aux abords de ces institutions, ils vont trouver des jeunes filles vulnérables et fragiles. Ce qui doit renforcer, de mon point de vue, notre compétence a priori de protection par les précautions que nous devons prendre. S'agissant du traitement judiciaire de ces violences, vous m'avez posé des questions évidemment qui mettent au défi ma capacité de protection et qui interrogent les erreurs judiciaires que j'ai commises dans ma carrière. Je parle de système d'impunité. C'est dur pour un juge de parler de système d'impunité, mais il faut le reconnaître quand même. Et je pense qu'on peut essayer de discerner ce qui fragilise les capacités de protection des institutions et de la société dans son ensemble. Le premier, c'est ce que j'appelle les mécanismes de déni des violences, et spécialement des violences sexuelles faites aux enfants. Car il y a des mécanismes de déni, comme vous le savez, il y a dans le champ des violences familiales, qu'il s'agisse des violences faites aux enfants ou des violences conjugales, des mécanismes de déni comme le concept d'aliénation parentale qui conduit à dévier la compétence et la perception des professionnels pour inverser la culpabilité et autoriser à ne pas avoir la violence. Je me réfère toujours à Charles Péguy, que j'aime beaucoup, qui dit « le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit ». Et pour se défaire de cette difficulté, il suffit de s'autoriser à ne pas voir, par les mécanismes de déni comme ce concept, et peut-être plus généralement
s'agissant des violences sexuelles et du taux très important de classement sans suite. Nous savons que, s'agissant des violences sexuelles faites aux adultes ou faites aux enfants, la majorité des victimes sont des femmes ou des filles. La proportion de garçons augmente pendant l'enfance. Que très peu de victimes dénoncent, révèlent les violences qu'elles subissent. Qu'elles disent moins que l'horreur du réel effectivement éprouvé. Et pourtant, lorsqu'elles révèlent, nous sommes face à un taux de classement sans suite très important. Notamment parce que nous disons, dans ces affaires-là, dans le champ familial ou hors du champ familial, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et peut-être qu'il faudrait, je le dis avec prudence, et c'est ma pratique que j'interroge, examiner la part du déni dans cette formule. Car je suis saisi, souvent de faits de vol, d'atteinte aux biens, qui ne sont pas classés, et je déclare coupable dans des dossiers où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et ça ne pose pas de problème aux professionnels et à la société dans son ensemble. La victime dit, mais c'est lui, je le reconnais, elle le reconnaît sur photo, puis elle le reconnaît derrière un miroir sans teint, et puis elle dit, je refuse la confrontation parce que j'ai peur. Mais c'est lui, je le reconnais. Et s'il s'agit d'un vol, on ne dit pas c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. On dit, vous voyez, elle l'a reconnu une fois, elle l'a reconnu 2 fois, et d'ailleurs elle a tellement peur qu'elle a refusé la confrontation. Quand on passe dans le champ de l'intime et du sexuel, on dit c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et je pense que ceci peut être interrogé, évidemment. On peut progresser par le développement de nos compétences dans l'audition des victimes et des enfants victimes. Et vous avez sans doute connaissance, évidemment, aussi bien, sinon mieux que moi, des pratiques performantes dans ce domaine avec les protocoles d'audition, niche, tous les salles d'audition, avec le travail de la voix de l'enfant ou de professionnels comme la docteure Tisseron à Orléans ou la docteure Vabre à Nantes. Ce qui peut conduire à ce système d'impunité, c'est aussi de regarder la violence sexuelle en s'interrogeant plutôt sur la victime que sur les moyens mis en œuvre par l'agresseur. Cela a été un grand combat et qui a conduit, il y a finalement assez peu de temps, à modifier la loi pour déterminer les éléments constitutifs de l'agression sexuelle ou du viol en faisant référence d'abord aux mécanismes et aux actes mis en œuvre par l'agresseur, la violence, la contrainte, la surprise ou la menace. Et nous avons toujours tendance à interroger d'abord le comportement de la victime. Comme m'avait dit un adolescent devant la cour d'assises où j'avais siégé dans un viol collectif terrible, où le président de la cour d'assises l'interrogeait sur la violence qu'il avait commise, il disait « mais elle disait rien, la fille ». Et la société, comme ce jeune, a parfois tendance à rechercher plutôt les éléments constitutifs de l'infraction dans la conduite de la victime ou l'absence d'expression de son non-consentement plutôt que dans le comportement de l'agresseur. C'est pourquoi le Haut Conseil avait préconisé dans son avis d'octobre 2016 de modifier la loi, vous le savez comme moi, et je sais que je parle à des législateurs dont certains sont membres de la commission des lois, en inscrivant une présomption de contrainte s'agissant des violences sexuelles commises contre les enfants en deçà d'un certain seuil d'âge. C'est un sujet très difficile et les arguments sont extrêmement solides pour prendre beaucoup de précautions par rapport à cette proposition. Et néanmoins, si je ne m'en attribue pas le mérite parce que je n'étais pas au Conseil à ce moment-là, je la soutiens sans réserve. Finalement, dans la protection des enfants victimes de violences sexuelles, nous voyons que nous sommes en difficulté pour articuler nos principes fondamentaux. D'un côté, un principe de précaution et de protection des enfants au nom de l'ordre public, et de l'autre, les principes fondamentaux de la procédure pénale. Le défi, me semble-t-il, est d'arriver à les mettre en cohérence sans faire primer l'un sur l'autre. Et je pense que c'est possible.
Et ces principes fondamentaux ne procèdent pas d'eux-mêmes, ils procèdent d'un principe qui leur est supérieur et qui s'appelle la raison. Et il me paraît conforme à la raison de dire que lorsqu'un adulte a un rapport sexuel, avec ou sans pénétration, sur un enfant de moins de 13 ans, il est conforme à la raison de dire qu'il a obtenu cet acte par la contrainte. Et c'est de cette raison que procèdent nos principes fondamentaux, mais peut-être que vous aurez d'autres avis sur ce point-là. Un autre élément qui peut expliquer ce que j'appelle le déni et finalement l'impunité des agresseurs, c'est un concept que je profite de l'occasion que vous me donnez pour évoquer et qu'on appelle la majorité sexuelle. On a coutume de dire, s'agissant des enfants de 15, 16 ou 17 ans, qu'ils sont sexuellement majeurs. Et je pense que c'est non conforme à l'état du droit et presque pervers de parler de majorité sexuelle. Un individu est mineur jusqu'à 18 ans et il est majeur à partir de 18 ans. Et jusqu'à 18 ans, il est protégé par ses parents et subsidiairement par la société. Et les parents ont une responsabilité de protection de leurs enfants dans toutes les dimensions de son existence et de son développement jusqu'à sa majorité. Ils doivent se préoccuper de sa scolarité, de ses fréquentations, de ses activités, en l'associant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité, comme le dit avec sagesse la loi. Mais il me paraît inconcevable de dire qu'à partir de 15 ans, ils n'ont plus rien à dire de sa sexualité. Ils sont protecteurs aussi sur ce plan-là. Et s'ils ne sont pas protecteurs par une emprise excessive, par exemple, alors la protection institutionnelle doit intervenir. Comme on le ferait de l'absence de soins, par exemple, pour un enfant de 16 ou 17 ans, ou de mauvaises décisions dans son orientation scolaire. Mais ils ont quelque chose à dire de la protection jusqu'à la majorité. Je ne sais pas si je suis clair. Ça me paraît très important, mais voilà. Alors peut-être que je vais essayer d'avancer parce qu'il est déjà. Je dois non, encore 2-3 minutes. Oui, encore 2-3 minutes. Bon. Oui. Voilà, alors évidemment c'est une difficulté très lourde pour vous, législateurs, d'arriver à formuler dans la loi cette articulation entre des principes qui ne sont pas contradictoires si nous voulons qu'ils puissent fonctionner ensemble. Les principes fondamentaux de la procédure pénale et la responsabilité morale que nous avons vis-à-vis de la protection des enfants. Bien sûr, s'agissant des autres points que vous m'avez demandé d'aborder, je ne peux que aller dans votre sens en disant que nous manquons de recherche et d'éléments statistiques sur les violences sexuelles faites aux enfants. Et de manière générale, je dirais que dans la stratégie de protection de l'enfance, un axe essentiel est ce qu'on peut appeler la recherche et la statistique. Parce que, vous l'avez compris, travailler avec la violence faite aux enfants ou la violence dans la famille ou dans les institutions censées protéger les enfants nous confronte à nos représentations. S'agissant de violences sexuelles, nous sommes nécessairement confrontés à nos représentations de la masculinité, à nos représentations de l'enfance et à nos représentations de la sexualité et du développement de l'enfant sur le plan de la sexualité. Et il y a une manière d'arriver à ce que nos représentations soient protectrices de l'enfant, c'est d'injecter du savoir dans nos pratiques. Et nous pouvons injecter du savoir par la recherche et par la statistique. Et je pense que l'enquête Virage, qui va prochainement être publiée, donnera des indications sur les violences sexuelles faites aux enfants, et peut-être en aurez-vous la primeur d'ailleurs. Mais c'est très important. Quel que soit le champ
concernés dans l'enfance, il faut injecter du savoir face à nos représentations, ce qui, bien sûr, inclut la formation des professionnels. Alors, pour avoir été chargé de formation en formation initiale des auditeurs de justice et en formation continue de mes collègues à l'École nationale de la magistrature, je peux dire un mot de la formation des magistrats. Et lorsque j'étais responsable de ces domaines pour la formation continue à l'ENM, j'avais eu l'honneur d'initier avec Ernestine Ronet une session de formation continue sur les violences sexuelles, dans laquelle la violence sexuelle infligée aux enfants est abordée nécessairement. Et d'autres formations sur le développement de l'enfance, sur les enfants maltraités ou sur la protection de l'enfance abordent aussi la question des violences sexuelles infligées aux enfants dans la famille ou dans les institutions, voire dans l'espace public bien sûr. Ces formations sont pluridisciplinaires dans leur public, ce qui est un grand avantage. Et je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ce que le niveau de compétence des professionnels montent en même temps, quelle que soit leur fonction. Qu'il s'agisse de la formation initiale des médecins, des juges et des policiers, et de la formation continue des psychologues, des assistantes sociales, des magistrats du parquet ou des juges, enfin bref, de tous les corps professionnels en même temps, puisqu'une chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne. Alors, nous ne cessons de dire, vous ne cessez de rappeler rapport après rapport, et je ne peux que vous soutenir en ce sens, que la formation est un axe essentiel. Et c'est absolument vrai, là encore, puisqu'il s'agit d'injecter du savoir dans nos représentations. Et il faut deux choses indissociables, quelle que soit la forme de violence que nous voulons aborder. C'est d'une part permettre aux professionnels de voir ce qu'ils ont sous les yeux, pour parler comme Charles Péguy, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes de la violence et la stratégie de l'agresseur, et d'autre part, de leur donner des outils pour agir. Et si un professionnel est chargé de repérer la violence, mais qu'il n'a pas d'outils pour agir, il se met en danger. Et donc, il peut, le premier mécanisme de défense contre la peur ou le danger, c'est le déni. Et à l'inverse, s'il a des outils, mais qu'il ne sait pas repérer, alors il ne sortira jamais les outils de la boîte. Donc il faut toujours ces deux choses, à l'image de ce que l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et la MIPROF ont réalisé, c'est-à-dire développer des protocoles, des dispositifs et des outils de protection qui permettent à la fois de repérer et de protéger. Le repérage, bien sûr, est absolument fondamental, et je crois pouvoir dire sous votre contrôle que les enfants victimes de violences sexuelles sont une minorité à présenter à l'examen des traces corporelles génito-anales. Donc qu'il faut repérer par d'autres signes ou repérer sans signes. Et on peut repérer par d'autres signes qui sont les troubles traumatiques que l'enfant montre, soit dans un excès d'agitation, un changement de comportement, ou au contraire un repli sur soi. Son sommeil ou son absence de sommeil, enfin tout ce qui dans son quotidien permet à son institutrice, à son éducateur et peut-être même à son juge, et en tout cas à ses parents, de repérer des signes traumatiques. Mais on peut progresser encore plus par un repérage systématique de la violence. On dit souvent aux victimes de violence et même aux enfants victimes de violence, mais vous devez parler, vous devez dire, alors que c'est à la société de parler et à ceux qu'elle mandate pour protéger les enfants. C'est aux professionnels, sinon aux parents, de repérer la violence, y compris dans le champ précis de votre mission, par les questions posées à l'enfant. C'est ce qu'on appelle le repérage. Il faut donc ouvrir des espaces où l'enfant pourra percevoir qu'il est en présence d'un adulte en capacité de supporter la révélation des violences sexuelles. Et je parlais ce matin, pour préparer cette communication avec une pédopsychiatre, et qui
Catherine Bonnet, et qui disait que par des signes très faibles, les enfants percevaient l'attention que le professionnel leur donnait ou ne leur donnait pas. Et ce qui le conduisait à s'autoriser à parler ou à se taire, ou l'obliger à se taire. Et donc, je pense que nous pouvons nous fixer comme mission impérative d'ouvrir aux enfants des espaces où ils sauront que leur parole peut être dite. Ernestine Ronnet dit souvent, par exemple, que dans le travail, les protocoles qu'elle a mis en place comme Jeunes contre le sexisme, ou même en utilisant dans les écoles un outil audio-vidéo comme Mon corps, c'est mon corps, qui pourrait d'ailleurs être réactualisé, eh bien, il y a toujours des enfants qui vont dire la violence qu'ils subissent. Parce qu'ils savent qu'ils sont avec des professionnels qui sont en capacité d'entendre et de porter cette parole. Alors, j'ai encore un peu de temps, ou il faut encore 1 minute ou 2, pas plus. Alors, bon, mais je vais finir. Encore 2-3 minutes. Bon, je ne serai pas plus long. Laurence Rossignol, il y a quelques mois, lorsqu'elle était ministre de la Famille, avait réalisé le premier plan de protection des enfants contre les violences. Et j'ai repris ici le sommaire de ce plan. Vous y trouverez beaucoup d'idées de nature à renforcer les compétences des professionnels et sensibiliser la société dans son ensemble à ces violences. On peut bien sûr aussi dire un mot du signalement des faits de violences sexuelles contre les enfants, qui implique à la fois, je pense que c'est très protecteur pour les enfants et pour les professionnels, une systématisation de l'obligation du signalement d'une part, et d'autre part la protection des professionnels eux-mêmes. C'est par l'automatisation des réflexes professionnels que l'on passera à moins de 70% de classement sans suite, ou à tous ces chiffres qui nous disent que l'agresseur bénéficie d'un système d'impunité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole au rapporteur et puis ensuite aux collègues qui souhaiteraient intervenir. Moi, j'avais une petite question concernant les profils des agresseurs. Lors de la première audition, on a entendu aux côtés de M. Delarue, une psychiatre de Lyon, à laquelle on a posé la question entre les différences de profil entre l'agresseur de violence sur femme, de violence sur adulte, et le profil de l'agresseur sur enfant. Et elle nous avait dit qu'il y avait un profil différent, celui qui agressait une femme adulte, par rapport à celui qui agressait les enfants. Est-ce que vous avez cette notion, mais peut-être parce que vous êtes beaucoup plus en tant que juge sur les enfants, mais comme vous êtes au Conseil à l'égalité femmes-hommes, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, un profil un peu de pouvoir et de mépris de la femme chez l'agresseur de femmes adultes, et au contraire une forme le terme est difficile à employer, de fragilité de l'agresseur de l'enfant par rapport à l'agresseur d'adulte. Et puis mes collègues rapporteurs, on peut prendre plusieurs questions. À votre guise. Oui. Peut-être les rapporteurs vous répondront aux questions. Moi, je veux bien commencer rapidement, puisque sur l'automatisation des signalements, c'est ce que vous avez donné à entendre à la fin de votre intervention, Monsieur Durand. Or, il se trouve que l'audition précédente, un médecin pédiatre nous disait que la loi de 2015 était suffisante pour les médecins qui représentaient et il n'avait pas besoin d'obligation de signalement. Or, vous pensez peut-être le contraire. Et je voulais que vous développiez plutôt cet aspect-là sur l'obligation et la protection, bien sûr, de ceux qui signalent, qui ont correspondance. Marie Mercier. Oui, merci, monsieur le juge, de cette communication qui est toute empreinte d'humanité. On voit que vous connaissez parfaitement votre sujet tout en gardant ce côté de juriste qui fait votre profession.
Nous avons voté une proposition de loi au Sénat concernant la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, mineurs étant bien entendu mineurs en dessous de 18 ans. Donc nous partageons parfaitement cette préoccupation-là. Nous avions aussi émis cette idée de présomption de contrainte et on nous a opposé l'irréfragabilité, disant que dans notre système de droit français, c'était inconstitutionnel. Donc j'aurais aimé vous entendre à ce sujet. Alors je reviendrai aussi sur le principe du profil des agresseurs, parce que vous disiez qu'il n'y avait pas de profil de victime, mais donc ma question c'est, par contre, y a-t-il un profil de l'agresseur? Donc je rejoindrai de façon un peu différente la question de notre présidente. Et ensuite, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Parce que, effectivement, comme vous le disiez, les enfants qui sont placés en institution sont des enfants déjà vulnérables. Et les prédateurs, si on peut les appeler comme ça, viendront forcément plus facilement rôder autour de ces établissements. Et qu'est-ce qui est mis en œuvre pour pouvoir s'en prémunir? Vous pouvez commencer à répondre à ces questions. Bien, merci beaucoup. Je regrette de n'avoir pas conservé la parole jusqu'à 5h30 parce que ces questions sont très délicates et ce sera difficile d'y répondre. Veuillez par avance m'en excuser. Je me permettrai de ne pas répondre à la question sur le profil des agresseurs car je pense devoir ne pas m'immiscer dans le terrain de la psychopathologie. Et ce serait déborder mes compétences et vous avez sans doute entendu des experts en capacité de vous donner des éclairages sur ce point. Je ne sais pas s'il est possible sans doute si cette personne vous l'a dit, de distinguer un profil correspondant plus aux agresseurs sexuels d'adultes ou d'enfants. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours absolument déterminant d'avoir présent à l'esprit que la violence n'est qu'un instrument pour obtenir le pouvoir sur l'autre, quel que soit l'âge de l'autre. Et je récuse l'idée que dans la violence sexuelle, il y a la volonté d'obtenir ce que nous appelons la sexualité, c'est-à-dire une relation entre des personnes, mais plutôt la captation du corps de l'autre. Et c'est toujours très important d'avoir présent à l'esprit le rapport entre le pouvoir, la violence et le corps. Le pouvoir s'exerce toujours sur un corps, il réduit la personne sur qui il s'exerce à son corps, et c'est l'objet de la violence d'obtenir ceci, y compris en passant par le sexuel. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la possession du corps de l'enfant s'agissant des violences sexuelles commises contre les enfants, qu'elles soient commises par un enfant ou par un adulte. Vous avez raison, comme juge des enfants, dans mon activité pénale, dans mon activité civile, je vois des enfants victimes de violences sexuelles commises par des adultes ou des enfants, et dans mon activité pénale, je vois exclusivement des violences sexuelles commises par des enfants, le plus souvent sur d'autres enfants et plus rarement sur des adultes. Mais la dimension du corps et du pouvoir est absolument déterminante. Je crois pouvoir dire aussi, s'agissant du profil psychopathologique des agresseurs, que mon expérience me montre qu'il est rarissime qu'une expertise aboutisse à l'altération ou encore plus l'abolition du discernement de l'agresseur. Et c'est pourquoi il est possible de toujours redire que la violence est un choix d'une personne qui a le discernement suffisant. Alors, sur l'obligation de signalement, j'essaierai là aussi de ne pas répondre très clairement à la question très précise qui est posée, parce que c'est un débat difficile. Je pense qu'il est protecteur pour les enfants, à vous d'assurer la cohérence de la législation sur ce point, mais je pense qu'il est
très protecteur pour les enfants et pour les professionnels que le message légal soit le plus clair possible. C'est, d'une certaine manière, si on se décale dans le champ de la protection de l'enfance, c'est, je pense, une grande réussite de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance, qui avait créé l'information préoccupante. C'est-à-dire qu'à ce stade, ce qui est demandé aux professionnels ou à toute personne ayant la pensée se préoccupant de l'enfant dans une situation où il y a des signes de violence, par exemple, de transmettre l'information. J'ai un doute. C'est d'ailleurs le sens des campagnes de sensibilisation, à très juste titre. Quelque chose m'inquiète. Mon devoir, c'est de confier cette inquiétude à des professionnels qui, eux, seront chargés de déterminer s'il y a eu commission ou pas d'une infraction sur l'enfant. Est-ce que c'est une manière acceptable de répondre à votre question, Madame la sénatrice? S'agissant de la présomption de contrainte, je tiens d'abord à saluer les efforts du législateur et de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a abouti à la loi du 3 août 2018. Et je ne méconnais pas que, évidemment, c'est un sujet très compliqué sur le respect de nos principes fondamentaux. Il me semble que, puis-je le dire, vous êtes, vous, plus que moi, les spécialistes de la constitutionnalité de la loi. Donc je m'en remets à votre jugement. Il me semble que le Conseil constitutionnel a fait exception à ces principes et a admis une présomption en cadre pénal. Et, sauf erreur de ma part, il s'agissait des contraventions. S'il est possible de faire échec à un principe constitutionnel, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour une contravention, peut-être est-il possible de le faire aussi pour la protection des enfants. Mais je ne suis pas constitutionnaliste, et je le dis sans ironie, mais je pense qu'il est conforme à la raison de dire que c'est pourquoi le Haut Conseil avait préconisé que le seuil d'âge soit fixé à 13 ans. Je pense qu'il est conforme à la raison de dire qu'il n'est pas possible, au vu de son développement, qu'il y ait une relation symétrique entre un adulte et un enfant de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans dans un acte sexuel. Enfin, sur les enfants les plus vulnérables en protection de l'enfance, je pense que, et je crois pouvoir l'observer dans mes fonctions de juge des enfants, les institutions de protection de l'enfance sont vigilantes. Et il m'arrive régulièrement, ce qui montre que les problèmes sont repérés, de recevoir des informations ou la copie d'informations directement transmises au procureur de la République par les institutions de protection de l'enfance sur des passages à l'acte ou suspicion de passage à l'acte commis sur des enfants dans l'institution ou aux abords de l'institution. C'est donc que ces institutions se sont, évidemment, puisqu'elles sont toujours au contact d'enfants plus vulnérables encore, dotées de mécanismes de repérage et d'alerte. Alors il y a toujours des angles morts, c'était l'une des questions qui était posée, la question des angles morts, mais je pense que la systématisation de la transmission de l'infraction, de l'information est ce qui est le plus protecteur des enfants. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes vos questions, je l'espère en tout cas. Je reste sur le seuil de ce qui est de la compétence des autres professionnels, qu'ils soient psychologues ou législateurs. Merci. Madame Billon et Madame Blondin, Annick Billon et ensuite Marie-Vanne. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Édouard, Durand, cher Édouard,
pour ces propos introductifs et vous dire tout le plaisir que nous avons eu à travailler avec vous au sein de la délégation et votre grande disponibilité et expertise sur ces sujets. Donc vraiment, merci pour cette prise de parole qui, je crois, nous avons tous écouté religieusement. Peut-être religieusement, oui, c'est pas le terme que j'aurais dû utiliser compte tenu des débats que nous avons cet après-midi dans l'hémicycle sur les funérailles républicaines. Ça doit être un acte manqué de ma part. Voilà. Voilà. Mais je n'ai pas été enfant de cœur, chère Marie-Pierre. Voilà, ça doit manquer à mon palmarès. La difficulté, finalement, que vous avez souligné, Monsieur Durand, c'est nous avons du mal toujours à nommer la violence, à la décrire et à la nommer. Et je pense que c'est encore plus difficile dans le cadre des violences vis-à-vis des enfants. On a du mal à la nommer pour les femmes, on a encore plus de mal à la nommer parce qu'on a du mal à l'imaginer. Mais bien entendu, vous qui êtes au quotidien sur ces sujets-là, vous pouvez nous l'exprimer avec toute la profondeur des mots comme vous l'avez fait. Vous l'avez signalé, la PPL Marie Mercier a fait un certain nombre de propositions et elle avait été adaptée largement. Vous avez parlé, et on a eu le projet de loi sur les violences qui a été des avancées aussi sur certains sujets du 3 août. Donc on peut se satisfaire de ces avancées qui sont bien entendu pas suffisantes. À la fois, le projet de loi et la PPL, elles avaient toutes les deux un objectif, mieux protéger les femmes victimes de violences, mais aussi les enfants. Les enfants. Donc on était tous animés par le même objectif, mais peut-être avec des stratégies différentes. Et voilà, la délégation aux droits des femmes, en partie, avait proposé l'instauration d'un seuil d'âge avec ces 13 ans, pensant que les critères du viol, donc des agressions sexuelles en termes de viol sur les enfants, la violence, la menace, la contrainte et la surprise n'étaient pas adaptés aux enfants. Donc il est inutile de revenir sur ces débats. Il y avait l'anticonstitutionnalité présumée, mais vous avez répondu en partie. Madame la Présidente a fait référence tout à l'heure à un profil de l'agresseur. Vous avez vous-même parlé de stratégie de l'agresseur. Pensez-vous que la stratégie de l'agresseur, dans les 5 étapes que vous avez nommées, même si les 5 étapes sont toujours les mêmes, pensez-vous que cette stratégie, les étapes sont plus rapides pour un enfant? Est-ce que dans le temps, est-ce que le secret, par exemple, lorsqu'on dit le secret, un adulte, un enfant, est-ce que ça n'a pas une emprise encore supérieure? Quelles peuvent être les différences entre l'étape d'un agresseur d'adulte et d'un agresseur d'enfant? Est-ce qu'il y a une différence dans ces 5 étapes? Parce que l'enfant va avoir, bien entendu, des critères de vulnérabilité, de confiance en l'adulte, qui est la référence, différents. Vous avez parlé et fait une proposition qui me semble majeure, celle d'avoir des espaces réservés pour la parole des enfants. Est-ce que vous pourriez mieux nous détailler cette proposition? Parce qu'on le sait, aujourd'hui, et vous avez eu la gentillesse de venir en Vendée participer à une réunion sur la protection de l'enfance et les violences faites aux femmes. Est-ce que aujourd'hui nous avons des outils dans lesquels les femmes peuvent s'exprimer? Comment organiser ces espaces d'écoute bienveillante pour les enfants, là où ils vont pouvoir se sentir en sécurité pour s'exprimer avec leurs mots? Ça se passe dans quel cadre, dans quelle institution et avec quelles compétences autour de la table? C'est-à-dire qui est le plus à même? Est-ce que c'est le personnel médical avec peut-être du personnel judiciaire? Voilà, c'est la question majeure que je voulais vous poser et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Oui. Merci, Monsieur Durand. Mes questions vont un peu dans le sens de celle de ma collègue Annick. Mais tout d'abord, je voulais vous rappeler que l'actualité illustre bien l'objet de notre mission aujourd'hui, parce qu'il y a le procès de ce coach en patinage, effectivement, qui a, lui, vous avez décrit la stratégie en 5 points, et qui a, lui, bien suivi cette stratégie-là, ou du moins l'a appliquée, et est arrivé à ce secret et cette culpabilisation de la victime pendant de longues années. Et le procès est en cours, donc on ne va pas
évidemment l'évoquer. Moi, je voudrais aussi revenir sur les espaces, parce que ces espaces que vous avez évoqués, qui permettront donc à l'enfant, ou qui permettent à l'enfant de parler à un adulte déjà ouvert à entendre ce qu'il a à dire. Mais vous nous avez évoqué un petit peu avant que le fait d'être seul devant un enfant pouvait, ou vous, l'adulte, de l'agresser, ou l'enfant de se comporter comme il le fait, il ira vers lui pour peut-être des actes sexuels, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il faut rester l'adulte seul avec l'enfant dans ces espaces, ou alors à plusieurs? Merci. On va peut-être prendre, il y a encore deux questions. Michel Savin et ensuite Muriel Jourda. Et puis vous pourrez faire les réponses avant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le juge, lors d'une précédente audition, il avait été rappelé que le lieu où se déroulait le plus d'agressions sexuelles était la cellule familiale. Et tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il était important d'alerter au niveau de ce qui peut se passer dans la cellule familiale. Y a-t-il un lien pour vous entre les enfants qui subissent des violences sexuelles et les violences au sein de la cellule familiale? Parce que souvent, on peut être aussi, nous, interpellés sur des problèmes à l'origine conjugaux, avec des violences et des appels qui peuvent être faits, mais on ne fait pas le lien peut-être, ou on ne va pas chercher un lien peut-être avec des problèmes qui peuvent se subir des enfants dans la cellule familiale. Donc, quelle est la part? Est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que ce lien entre violence conjugale et agression sexuelle sur mineurs? Et puis, d'autres questions, y a-t-il un lien aussi entre des agressions sexuelles que pourraient subir les enfants et le passage à la délinquance? Est-ce que des enfants qui subissent ces actes peuvent après avoir un comportement qui les amène vers une certaine rébellion qui peut déboucher sur la délinquance? Merci Madame le Président, Monsieur le Juge. Nous parlons ici, dans le cadre de cette mission d'information, de violences sexuelles dans les lieux institutionnels. Je pense que par fonction, vous voyez surtout des violences intrafamiliales. Néanmoins, vous êtes amenés à confier des enfants aux institutions et notamment à des familles d'accueil. Et on le sait, là aussi, il y a un certain nombre de procès qui ont défrayé la chronique. Il est aussi possible que les enfants placés soient victimes de violences sexuelles dans les familles d'accueil. Dans l'institution judiciaire, êtes-vous formé pour être attentif à ce type de risque? Et le cas échéant, faut-il être mieux formé? Doit-il exister des procédures, pour utiliser un terme un peu sec, pour être attentif à ce type de violence possible? Voilà. Très bien, donc on vous laisse répondre et ensuite on aura terminé l'audition. Bien, merci beaucoup de toutes ces questions très importantes et difficiles encore. Je ne récuse pas l'adverbe religieusement, pour ma part. Et quand j'ai prêté serment, il figurait dans le serment de magistrat, dans à la fois l'héritage qu'il contient, et c'est très important d'assumer l'héritage, on sait d'où l'on vient, pour aller quelque part, et à la fois dans ce que ce mot signifie de lien. Donc je ne le récuse pas pour ma part. Ce qui me permet aussi de faire le lien, bien sûr, avec l'un des objets de votre mission, en citant Sa Sainteté le Pape François, qui a dénoncé récemment, je lisais ça dans la presse, la culture de l'abus. Puisque vous dites nommer, il faut nommer justement. Et j'ai trouvé très juste que le pape dénonce la culture de l'abus. Car quand on parle d'abus sexuels, et qu'on utilise le mot d'abus plutôt que le mot de violence, d'agression ou de viol, on dit qu'on abuse de quelque chose de possible. Abuser, c'est aller un peu trop loin.
Et donc, c'est déjà mettre du flou dans une frontière dont nous devons être, vous par la construction de la loi et moi par son application, les gardiens. Donc je pense, comme vous l'avez dit, qu'il faut nommer très précisément les faits. Sur les espaces de parole pour la révélation, alors je ne sais pas si je me suis bien expliqué sur le sujet, mais ça me conduit à dire une chose qui est importante, c'est que c'est essentiellement vrai pour les parents dans l'exercice de l'autorité parentale, mais c'est vrai pour tout adulte qui exerce une autorité sur l'enfant. L'autorité se distingue de deux choses, comme le rappelle Hannah Arendt d'abord et le professeur Daniel Marcelli, pédopsychiatre ensuite. L'autorité se distingue de la violence et de la séduction. Et on peut le dire aussi de tout adulte qui côtoie des enfants dans le cadre de ses missions professionnelles ou de ses engagements associatifs. Il doit se contraindre à ne pas être dans la violence et dans la séduction avec un enfant. Et des psychiatres ont parlé très intelligemment d'ailleurs de ce qui peut être déstabilisant avec un enfant victime de violence quand on lui parle des faits d'une manière déplacée, voire obscène. Et donc, il faut se départir de la séduction. Et ces espaces de parole ne doivent pas être des espaces de séduction. Et donc, l'éducation à la sexualité dans les institutions doit être un espace qui n'est pas un espace de séduction et d'effraction dans l'intime de l'enfant, même s'il faut parler de cela aux enfants. Alors, par un ou plusieurs professionnels, que dire? C'est que je crois que c'est Alain Perfit qui avait intitulé une de ses réflexions « La société de confiance ». Nous devons vivre dans une société de confiance et nous faire confiance. Et je le crois. Mais nous savons aussi que nous devons, qu'il y a des personnes qui transgressent cette loi de la confiance et que nous devons nous en prémunir pour garantir que nous ne sommes pas dans un système d'impunité, bien sûr. Alors, mais si vous pouvez consulter Mon corps, c'est mon corps sur Internet. Et vous voyez, il y a plusieurs professionnels là qui sont là avec les enfants et c'est très adapté. Je vous remercie d'avoir fait le lien, monsieur le sénateur, entre les violences familiales et les violences faites aux enfants, et précisément entre les violences conjugales et les violences faites aux enfants, et même les violences sexuelles faites aux enfants. Nous savons, c'est injecté du savoir dans nos représentations, nous savons que les violences conjugales sont des faits d'une extrême gravité dans le développement de l'enfant. Que très écrasante majorité, sauf erreur de ma part, j'espère ne pas me tromper, à peu près 80% des enfants présentent un état de stress post-traumatique, 40 à 60% des enfants, exposés aux violences conjugales sont directement victimes de violences physiques exercées contre eux par le violent conjugal, et on a porté à ma connaissance une recherche qui avait abouti à la conclusion que la fille d'un violent conjugal court 6,5 fois plus de risques qu'une autre fille d'être victime de violences incestueuses. Voilà une réponse précise à cette question. Il y a un lien très net, y compris dans la stratégie de l'agresseur, obtenir le pouvoir par la violence, qu'elle soit psychologique, physique ou sexuelle, contre la femme avec laquelle il vit et contre les enfants. L'objet est le même, l'objectif est le même, je suis d'accord. Et je suis aussi très sensible à la question que vous avez posée sur le lien entre la victimation des enfants pendant leur enfance, la victimation des enfants et le développement problématique vers la violence et la délinquance. Vous avez raison. On repère chez les enfants victimes de violences 3 grands types de troubles. C'est notamment très clair pour les enfants victimes de violences conjugales, mais ça peut se retrouver aussi pour les enfants victimes de violences sexuelles. Le premier type de trouble, l'état de stress post-traumatique. Second type de trouble, les troubles qui sont de l'ordre de l'atteinte à soi-même, retard de développement, retard de langage, désinvestissement scolaire, rupture scolaire, conduite de toxicomanie, repli sur soi, équivalent suicidaire ou passage à l'acte suicidaire. Et enfin, troisième grand type de trouble, les troubles de l'ordre de l'atteinte à autrui, c'est-à-dire notamment la violence.
Vous avez raison. Et on sait même que près de 2/3 des enfants les plus violents dans les centres éducatifs renforcés notamment sont des enfants victimes de violences conjugales. Et mon expérience de juge des enfants me conduit à voir des situations dans lesquelles des enfants victimes de violences dans des institutions, et notamment des institutions de protection de l'enfance, ont pu ensuite reproduire cette violence sur leurs petits frères et sœurs dans la cellule familiale. Bien sûr, par modèle appris et par distorsion du rapport à la loi. C'est pourquoi il faut en finir avec le système d'impunité, et c'est aussi une manière de revenir à ce que vous disiez sur les professionnels. C'est qu'il faut que dans la formation et dans notre manière d'aborder la conduite des professionnels dans ces institutions, nous ayons une parole extrêmement claire sur les conséquences pénales d'une transgression de la loi. Bonjour mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation à participer à la mission commune d'information que vous avez mise en place. Mission d'information dont je souhaite, au nom du Défenseur des droits et en mon nom propre, saluer la mise en place. Puisque ce sujet de la prévention et la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs dans le cadre par des adultes ayant une responsabilité et autorité sur ces mineurs, notamment dans le cadre de leur métier ou de leur fonction, est un sujet important qui est très peu traité et trop peu traité aujourd'hui d'une manière générale. Ce que nous déplorons en particulier, c'est le manque de visibilité de cette question, de ce problème, qui est lié notamment à un manque de données, de connaissances de ces réalités. Manque de connaissances est un sujet sur lequel nous sommes amenés régulièrement à alerter les pouvoirs publics, faute de disposer de données chiffrées qui soient consolidées et globales au niveau national. Et c'est dû, c'est évident, à la fois au cloisonnement des systèmes d'information, d'abord au nombre important d'acteurs concernés, évidemment, ça c'est la première raison, mais aussi c'est le cloisonnement des systèmes d'information et des systèmes de recueil et de remontée des données. Mais on le sait, quand on n'identifie pas et quand on ne quantifie pas ou qu'on ne qualifie pas un phénomène ou une problématique, elle a peu de chances d'être traitée. Donc merci beaucoup pour nous avoir invités à essayer de contribuer à vos réflexions, à vos travaux. Nous avions d'ailleurs, lors de la publication du plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants de 2017-2019, nous avions évoqué regretté le fait que ce plan ne concerne que les violences infrafamiliales et ne se soit pas intéressé à l'ensemble des violences. Donc voilà ce que votre mission tend à réparer. Ce que je voudrais vous dire d'une manière, pour commencer, c'est qu'il nous semble que dans le cadre de cette mission, il s'agit de s'interroger en observant, en comprenant les mécanismes à l'œuvre dans les différentes situations dans lesquelles un adulte abuse de sa fonction auprès d'un mineur pour l'agresser sexuellement, sur les moyens d'améliorer la protection des enfants. Et ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que la piste principale qui doit être déclinée par tous, qu'il s'agisse du législateur, des autorités publiques, des institutions, des professionnels, nous est dictée par la Convention internationale des droits de l'enfant à son article 3. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant. Cette notion de considération primordiale méritait que je la cite d'emblée. Ce que nous pouvons dire, et ça rejoint mon propos concernant l'invisibilité ou la faible visibilité de cette problématique, c'est qu'il s'agisse d'établissements scolaires, d'associations sportives, de loisirs, de foyers d'hébergement, de lieux de garde d'enfants, le poids de l'institution en tant que telle peut entraîner une forme d'omerta qui va faire obstacle à la révélation des faits. Et plusieurs phénomènes risquent de se conjuguer dans une dynamique que je qualifierais de systémique pour aboutir au silence.
à commencer par l'enfant lui-même, qui va se trouver en état de sidération du fait des violences qui sont commises à son encontre, et qui de plus osera d'autant moins révéler les faits commis par l'adulte que ce dernier a une position d'autorité sur lui, et peut-être même valorisé par les autres, notamment par ses parents, qu'il s'agisse de l'animateur sportif, de l'enseignant ou tout autre adulte. D'un autre côté, et sur les adultes témoins éventuellement, ou en tout cas qui ont des doutes, ce qu'on note, c'est qu'on constate, c'est qu'ils n'oseront pas révéler les faits ou faire part de leurs doutes, par crainte de se tromper ou de causer du tort, par crainte aussi, il faut le dire, des conséquences pour leur propre carrière, la hiérarchie ayant aussi la crainte de causer du tort à un de ses salariés, de ses bénévoles, et ayant à gérer aussi la question de l'équilibre entre les droits de l'enfant à être protégé, le droit de l'enfant à être protégé contre toute forme de violence, et l'ensemble des législations qui concernent les adultes, en particulier la législation du travail. Donc tous ces facteurs font que il nous semble aujourd'hui que ce phénomène, il est largement sous-estimé parce qu'il ne remonte pas, faute d'avoir une remontée d'informations suffisante. Et il me semblait que c'était important de commencer par cela. Alors, s'agissant de notre institution, nous avons traité, depuis le début de l'année 2018, 1817 réclamations relatives aux droits de l'enfant. Et parmi ces 1817 réclamations, 1000 réclamations ont été traitées par le pôle défense des droits de l'enfant que dirige Marie Libéraire à ma droite. Et ce qu'on peut constater, c'est que 90 de ces réclamations concernent des allégations de maltraitance, dont 18 de violences sexuelles. Donc c'est très peu. C'est très peu. C'est aussi lié au fait que nous ne soyons pas un acteur de première ligne, évidemment. Donc nous ne sommes pas appelés à intervenir dans l'urgence. Mais aussi, je pense que c'est aussi lié au fait que ces questions ne remontent pas, ces sujets ne remontent pas, et en tout cas de manière très insuffisante. Dans l'enquête sur l'accès aux droits qui a été publiée par le Défenseur des droits en 2016 et qui s'adressait en population générale, qui a enquêté auprès de 5000 personnes, un des volets de cette enquête concernait la place et la défense des droits de l'enfant en France. Et nous avons donc interrogé les personnes, le public sur les démarches qu'ils pouvaient engager en fonction, compte tenu des situations d'atteinte aux droits des enfants qu'ils pouvaient constater. Et ce que nous avons pu noter, c'est que face aux atteintes aux droits de l'enfant, la majorité des personnes concernées disaient engager des démarches, sans que, avec une différence de proportion selon le lien des personnes interrogées avec les enfants concernés. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes qui nous disaient ne pas entamer de démarche, et notamment en cas de violence sexuelle, parce que le questionnaire était assez large, c'est-à-dire que c'était les personnes elles-mêmes qui qualifiaient le type d'atteinte au droit, qui spontanément exprimaient. Voilà. Et on n'a pas induit des réponses. Donc la question des maltraitances, des violences sexuelles a été évoquée largement en première ligne. Et dans les raisons de l'absence de démarche, les raisons des raisons d'absence de démarche étaient le manque de preuves, le fait que ça ne les regardait pas, qu'ils ne savaient pas vers qui se tourner ou qu'ils ne voulaient pas être des délateurs. Je pense que même si cette enquête est une enquête, encore une fois, en population générale, je pense que ces résultats peuvent être intéressants pour votre mission, pour essayer de déterminer les leviers sur lesquels il doit être agi. Sur le type toujours pour en revenir à nos réclamations, ce que nous constatons, c'est que la grande majorité des situations pour lesquelles nous sommes suivis d'allégations de violences sexuelles se situent dans le cadre intrafamilial.
Mais nous avons été également saisis de quelques situations faisant état d'agression sexuelle d'enfants accueillis en foyer d'aide sociale à l'enfance ou en famille d'accueil par d'autres mineurs hébergés. Et concernant les professionnels ou personnes en contact habituel avec des mineurs, nous n'avons pas identifié de saisines récentes les mettant en cause pour des faits de nature sexuelle. Par contre, nous avons une augmentation des saisines mettant en cause des personnels de l'éducation nationale pour des violences ou des comportements inadaptés, mais pas d'ordre sexuel. Voilà, hein, juste pour vous donner un petit peu rapidement un paysage global sur les réclamations que nous recevons. Donc je voudrais, alors, au fur et à mesure, je pense que je répondrai, Madame la Présidente, aux questionnaires, aux questions que vous nous avez adressées, sinon je pourrais compléter. Alors, je voudrais commencer par parler de la question de la prévention, la question de la détection et du signalement, la question de la répression et enfin l'accompagnement et la prise en charge des mineurs victimes. Sur la prévention des infractions et des sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs, dans le cadre de leur métier ou de leur fonction. Ce qui nous semble important de souligner, c'est que la protection des enfants contre toute forme de violence passe d'abord par la reconnaissance de l'enfant dès sa naissance comme une personne à part entière et un sujet de droit propre. Elle passe d'abord par la reconnaissance des droits de l'enfant qui sont consacrés en particulier par la Convention internationale des droits de l'enfant. Et il nous semble que l'enjeu est vraiment essentiel et pose le cadre dans lequel votre mission s'inscrit. Il s'agit de sensibiliser la société à la place de l'enfant et en permettant à ce dernier de grandir en développant assurance et estime de soi et donc en étant protégé à ce titre des violences qui sont susceptibles de leur être faites. C'est la raison pour laquelle, et vous nous avez interrogé sur ce point, dans notre rapport annuel 2018, intitulé « De la naissance à 6 ans au commencement des droits », que nous avons publié le 20 novembre dernier, nous avons recommandé d'engager des campagnes de communication nationales et locales permettant de toucher un public le plus large possible, visant d'une part à faire savoir que dès leur naissance, je cite la recommandation, tous les enfants ont des droits, et d'autre part à sensibiliser la société à la place de l'enfant, lequel doit être reconnu comme une personne à part entière. Nous estimons donc que dans le cadre des droits de l'enfant et de la prise en compte de l'enfant comme une personne à part entière, des campagnes de communication dédiées à la prévention contre les violences faites aux enfants, notamment sexuelles, devraient être renforcées et multipliées. Mais toutefois, pas une réserve, mais peut-être une condition, en tout cas un point de vigilance, c'est que ces campagnes s'appuient sur une évaluation des campagnes précédentes et des effets des campagnes précédentes, notamment pour éviter que les enfants ne se sentent responsables, voire coupables. Le problème de la parole, j'y reviendrai tout à l'heure, de la parole de l'enfant, c'est qu'il va parler de faits qui sont commis à son encontre, dont il est victime, de la part d'adultes, qui devraient justement, par définition, le protéger. Et donc c'est extrêmement compliqué pour lui, et d'autant plus compliqué pour les enfants s'ils ont le sentiment que tous les adultes sont des adultes potentiellement dangereux pour lui, ce qui serait vraiment contraire à l'objectif de bien-être et d'estime de soi et de confiance aussi, parce que voilà, il faut faire attention à veiller à cela. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire autrement. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'elles doivent contenir vraiment des messages simples, non culpabilisants. Oui, voilà. Le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas que les enfants, pour parler, puissent se sentir responsables, coupables de tout ce qui va se mettre en œuvre et va se mettre en branle après qu'ils aient pu parler. Et pour ce faire, je crois qu'il faut vraiment regarder, examiner, évaluer les campagnes précédentes, parce que quelquefois elles contiennent en germe
en elle-même des difficultés pour que les enfants puissent s'exprimer. Alors, nous avons participé, nous avons soutenu la campagne que vous avez, dont vous avez vu le déploiement avec Bayard Presse, France Télévisions, etc., avec la petite brochure à l'attention des enfants de 7 à 12 ans, Stop aux violences sexuelles faites aux enfants. Avec l'une des situations illustrées, vous avez vu, qui est justement celle d'un entraîneur de football. Voilà. Mais voilà, il nous semble vraiment, enfin j'insiste vraiment sur ce point sur ce point de la nécessité de ne pas culpabiliser les enfants, de ne pas les mettre dans une situation de responsabilité qui consisterait à dire si tu n'as pas parlé, c'est de ta faute aussi. Et si tu parles, tu peux mettre en cause des personnes pour lesquelles il a a priori, en lesquelles il a a priori confiance, qui pourraient en souffrir de ta parole. Donc il y a 2 écueils à éviter, il me semble, dans la communication. Du reste, je voudrais dire que dans le cadre des missions du défenseur des droits, à la fois de défense des droits, mais aussi des droits des enfants, mais aussi des promotions des droits des enfants, nous conduisons nous-mêmes un travail de promotion et de sensibilisation aux droits des enfants, grâce à un programme qui est le programme des jeunes ambassadeurs aux droits des enfants, qui concerne 102 volontaires en service civique, qu'on ne retrouve malheureusement pas sur l'ensemble du territoire national, mais qui en tout cas, lors de l'année scolaire 2017-2018, ont rencontré plus de 62 000 enfants. Donc, des jeunes volontaires du service civique, ça veut dire un petit peu des pères, même s'ils sont un peu plus âgés que les jeunes qui rencontrent, que les enfants qui rencontrent, un langage peut-être plus facile, ce qui a provoqué plus de 100, ce qu'on appelle les paroles inquiétantes, donc qui nous ont été adressées l'année dernière. En fait, ce qu'on constate, c'est que à l'occasion de l'intervention des jeunes ambassadeurs dans les écoles, dans les centres de loisirs ou dans tous les lieux où se trouvent les enfants, finalement, vont, par la relation de confiance qui va être créée avec ces jeunes ambassadeurs, vont libérer un peu leur parole. Une parole qu'ils n'auront pas forcément exprimée avec leur enseignant, l'animateur du centre de loisirs, etc. Donc là aussi, la question de la tierce personne est une question qui me semble importante. Par ailleurs, dans notre rapport 2017 rapport annuel 2017 consacré au suivi des recommandations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU à la France de 2016, nous avons fait un focus sur l'éducation à la sexualité, en faisant le constat que l'éducation à la sexualité n'est pas systématiquement mise en œuvre dans les établissements scolaires. Or, il nous semble qu'elle est importante pour encourager l'adoption, et fondamentale pour encourager l'adoption d'une approche globale intégrant des aspects affectifs, psychologiques et sociaux, et qu'elle doit notamment permettre d'aborder les questions de violence que pourraient subir les enfants, d'ailleurs dans leur milieu familial, comme du fait d'autres adultes. Et que ces séances, il nous semble que ces séances organisées dans le cadre scolaire peuvent contribuer à aider un enfant ou un adolescent à mettre des mots sur le comportement déviant d'un adulte et à le dénoncer, ne serait-ce qu'en lui signifiant qu'il est possible d'aborder ce sujet alors qu'il peut être vécu comme tabou entre enfants et adultes. Donc, une éducation, notre conclusion, c'était de recommander que l'éducation à la sexualité soit mise en œuvre dans les établissements scolaires et qu'elle permette d'accompagner et de sensibiliser les enfants, mais aussi les parents, sur les questions de violence, et en particulier de violence sexuelle. Je peux aussi également, je voudrais également citer la question de la prohibition des châtiments corporels, puisque pour nous, même si les infractions sexuelles ne sont pas visées par l'expression châtiment corporel, vous savez que nous défendons la prohibition par la loi, l'interdiction par la loi des châtiments corporels. Nous avons émis un avis à ce sujet dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de Madame Petit.
Il nous semble quand même qu'une telle interdiction renforcerait l'idée, oui, selon laquelle l'enfant est une personne titulaire de droit, donc de sensibiliser non seulement les parents, mais également tous les professionnels à la protection de la personne de l'enfant. Parce que, comme le dit notre rapport de 2018, qui concerne les tout-petits, l'existence de droits de l'enfant autonomes qui peuvent être différents de ceux des adultes n'est pas encore acquise dans l'esprit à la fois des pouvoirs publics et des institutions, mais aussi des parents, et donc dans la société en général. J'aborderai aussi la communication entre l'autorité judiciaire et l'administration au sujet des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de leurs fonctions, c'est-à-dire cette communication qui a été mise en œuvre après mise en place par la loi du 14 avril 2016 et le décret et la circulaire qui en sont suivis suite à cette malheureuse affaire de Villefontaine. Il nous semble que ce nouveau cadre est à saluer, puisqu'il constitue une réelle avancée, tant sur le plan opérationnel que sur le plan des principes, en affirmant que la présomption d'innocence peut souffrir, dans le respect de certaines garanties bien sûr, que la primauté soit donnée à la protection des enfants en permettant des mesures de prévention. Il nous semble toutefois indispensable qu'un bilan puisse aujourd'hui être effectué de l'ensemble de ces dispositions afin d'évaluer elles sont adaptées et si l'autorité judiciaire et les administrations s'en saisissent. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de recul par rapport à la mise en œuvre de ce cadre juridique. J'en viens donc à la question de la détection et du signalement des infractions sexuelles susceptibles donc qui correspondent à l'objet de votre mission. Pour dire que, tout d'abord, que détecter ces infractions sexuelles n'est possible que si on est à l'écoute de l'enfant, de sa parole, mais aussi de son comportement, de la parole qu'il va exprimer par son comportement, par ses attitudes, par ses changements de comportement également, et que pour cela, il faut à la fois développer des climats dans les institutions et dans les lieux d'accueil des enfants, des climats bienveillants et sécures, qui encouragent les enfants éventuellement à se confier, ou en tout cas à poser des questions. Mais d'une manière plus globale, j'ai envie de dire que la détection de ces violences sexuelles ne s'improvise pas pour les enfants. Elle doit faire partie d'une éducation plus globale, notamment d'une éducation plus globale aux droits de l'enfant. Et que l'enfant, donc je le disais, doit être respecté comme une personne à part entière. Et dans ce cadre, il convient que les institutions développent d'une manière générale et mettent en œuvre le droit à la participation des enfants aux décisions qui les concernent. C'est-à-dire que dans les institutions qui accueillent les enfants, cet article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, eh bien, que cet article 12, il soit effectivement mis en œuvre. Cet article dit que dans toute décision qui le concerne, l'opinion de l'enfant doit être recueillie, mais qu'elle doit être prise au sérieux. En fait, la Convention dit doit être prise en considération. Mais moi, j'aime bien dire prise au sérieux, parce que c'est quand même aussi une des questions à laquelle que vous aurez à traiter ou que vous avez à traiter, c'est celle de comment, au-delà de l'expression de la parole, des modalités de recueil de la parole, de la formation des professionnels, c'est comment, voilà. Et est-ce qu'elle est réellement, cette parole, prise au sérieux? Et ça, vraiment, le cadre de la Convention nous invite, encore une fois, d'une manière générale. Et je crois que vraiment, s'il y a une évolution, nous défendons l'idée que si les droits de l'enfant sont davantage enseignés dans les différentes institutions, appropriés par les professionnels dans leur pratique, en particulier ce droit à pouvoir s'exprimer, eh bien, on facilitera l'expression des enfants sur des sujets les plus graves.
ça ne peut pas être quelque chose qui soit complètement déconnecté, la question de la parole de l'enfant, de l'ensemble de la prise en considération de l'enfant en tant que personne. Également, ce qui est important, je parlais tout à l'heure de changement de comportement de l'enfant. Il s'agit aussi que les professionnels soient à la fois formés à la détection de ces changements et au questionnement autour des raisons de ces changements de comportement pour comprendre ce qu'ils manifestent, notamment à les questionner en équipe et le cas échéant avec les parents et les autres professionnels intervenant auprès de l'enfant. Et là, c'est la question de la coordination entre les différents intervenants et l'échange d'informations sur l'enfant qui sont primordiales pour identifier une difficulté, mettre en perspective des éléments qui peuvent être perçus par les uns et par les autres. Tout à l'heure, j'évoquais l'enquête que nous avions faite sur l'accès au droit, qui parlait de doutes. Voilà, c'est mettre en commun des doutes, des signaux faibles, comme on dit aujourd'hui, pour que chaque professionnel ayant peut-être connaissance ou repérant qu'un collègue n'a pas forcément un comportement adapté, ne le garde pas pour lui, mais qu'il y ait tout un travail avec ses collègues, de partage avec ses collègues. Mais ça veut dire aussi la formation des professionnels qui doit aussi se développer sur ces aspects, mais aussi la question de la supervision d'équipe en équipe, parce que ça aussi c'est très important si on veut que la parole se libère aussi au niveau des professionnels. Et voilà pour cette audition de la mission d'information du Sénat sur la protection des enfants contre la pédophilie. Le juge des enfants au tribunal de Bobigny, Édouard Durand, a expliqué aux sénateurs qu'il fallait améliorer la formation et les outils des professionnels de la justice pour mieux détecter ces violences sexuelles. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.